Bonsoir et merci de suivre le 19h45 de la télévision La Barry que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Il vous souviendra que le mercredi 21 février dernier, le ministre du Commerce avait annoncé au cours d'un point de presse de nouvelles tarifications pour le sac de riz, notamment celui de 25 kg. Alors, près d'une semaine après cette annonce, est-ce que la mesure est effective dans son application? C'est ce que nous avons tenté de savoir dans ce constat de Ibrahim Boubacar et Sadou Domi. 5% de 25 kg, voici le type de riz sur lequel le ministère du Commerce et de l'Industrie a pris ses responsabilités en décidant d'appliquer un prix plafond. Il l'a fait savoir lors d'un point de presse animé dans l'après-midi du mercredi 21 février 2024 en présence du président de la Chambre de commerce, des opérateurs économiques et des responsables des associations des consommateurs. Cela dit, une semaine après la décision prise, le constat sur le terrain est affreusement triste, décevant et offensant. Prise en effet dans le souci de soulager les Nigériens à faible revenu, cette décision n'a toujours pas fait l'objet d'observance par les commerçants. Ces derniers, d'après un consommateur rencontré au marché de Yantala, ne respectent la mesure qu'en présence ou qu'au passage des contrôleurs du ministère du Commerce. Selon un revendeur qui situe le problème au plus haut niveau, vendre le riz au prix indiqué par le ministère en dépit du prix de l'achat occasionnerait pour eux de grosses pertes. Ba wani jagare mu ba mu da wata magana inda iko ne iko kuma ba za mu iya da shi ba haka amma akan lamarin yanda aka ce ayi. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous soumettre à cette mesure, indique ce revendeur, mais elle va nous causer beaucoup de préjudice. Gaskiya akwai asara sosai inda na tabbatar da akwai shinkafar da ke gare ni saman sako guda daya idan ni sai da wallahi zan iya faɗuwa 500 wani zan iya faɗo jika biyu akwai wani zan iya faɗo jika da wani abu haka akan shi. Et c'est ainsi que nous nous sommes rendus au niveau des importateurs pour approfondir la question. Grosse surprise, le riz concerné est déjà disparu dans le rayon. C'est du moins ce qu'a indiqué un consommateur. Ai tuna report ina si udu nun sa go 13500. Ngane ka kidiya. Son kai kabine ne se wari shi ne basmati no gono. Ina zambari du. Aranga son kai kai mando am aranga yin surno. Je viens du quartier aéroport pour m'approvisionner. Et à ma grande surprise, le type de riz dont j'ai besoin n'existe plus. Face donc à la cupidité, à l'attitude mercantiliste et à la mauvaise foi des commerçants importateurs qui se croient tout permis et au-dessus des lois, l'État du Niger se doit de prendre toutes ses responsabilités. Sensibiliser les Nigériens à changer d'habitude alimentaire ne serait pas aussi mauvais. Il n'y a pas que le riz pour assurer la survie. Le 24 février dernier, la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO a ordonné la levée immédiate de toutes les sanctions infligées au Niger depuis le 30 juillet 2023. Une décision que nombre de nos compatriotes qualifient de non-événement. Un point de vue que ne partage pas l'analyste politique Hamamadou que je vous propose de suivre dans cet extrait. Moi, je pense qu'il n'y a pas, ça n'a pas été fait de manière philanthropique. Ça a été fait parce que la punition punissait davantage le punisseur que le puni. C'était ça, c'est mon point de vue. Étant entendu que nous savons que si pour ceux qui sont dans les chiffres statistiques, nous savons que sur les 3 pays de l'AES, le Niger est le seul pays qui soit un exportateur net. Je dis bien exportateur net avec les pays de la CEDEAO ou de l'UEMOA. Le Niger est le seul. Voilà. Le Mali et le Burkina étaient des importateurs nets au sein de l'UEMOA, mais des exportateurs au sein de la CEDEAO. Voilà. Mais nous, on était exportateurs nets. Donc nous vendions plus que nous n'achetions avec les gens qui étaient dans la CEDEAO. Voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous exportons, c'est qu'ils ont un besoin de quelque chose qui est chez nous. Voilà. Eh bien, ils se sont privés de ce quelque chose. Étant entendu que nous exportions 2 fois plus que nous n'importions d'eux.
Donc, ils ont un intérêt à lever les sanctions davantage que nous n'avons, puisque c'est eux qui ont 2 fois plus de besoins. Là, la seule gêne que nous avions, c'est en fait, on va dire, les corridors d'approvisionnement à partir de l'espace hors CEDEAO. Parce que si c'est l'espace hors CEDEAO, nous avons utilisé les voies maritimes, et comme nous n'avons pas l'interland et nous n'avons pas de littoral, nous sommes un pays continental, certains l'appellent interland, voilà. Il est vrai que géographiquement, le port qui nous est le plus proche, c'est le port de Cotonou. Donc, si le port de Cotonou est le plus proche, ça veut dire que le transport est le moins coûteux dans les facteurs de coût d'approvisionnement. Pour nous, c'était le port de Cotonou par rapport aux autres ports. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autres gênes que nous ayons, parce que nous ne nous approvisionnons pas sur les choses qui nous sont essentielles à partir donc de la sous-région. On a des besoins qui sont connus. Les besoins essentiels de l'homme, c'est manger, boire, se soigner, c'est bien ça, non? Oui. Voilà, se vêtir, se loger. Ok. Aucune des matières servant à ces besoins ne vient de l'espace CEDEAO. Voilà. Donc, on n'a pas grand besoin, c'est eux qui ont davantage besoin de nous. Voilà. Nous leur produisons du bétail sur pied, du niébé, des céréales. On dira achète les céréales chez nous, que ce soit du riz, du mil et autres. Là, ils viennent dans notre marché rural pour les acheter. Donc, on le sait. Au Bénin, tout ce qui est condiments, oignons et tout cela, bétail également, c'est nous. Et vous pouvez aller jusqu'en Côte d'Ivoire et autres, peut-être même jusqu'au Gabon, qui n'est pas dans l'Afrique de l'Ouest. C'est nous qui approvisionnons dans ces matières-là. Donc je ne vois pas en quoi la levée des sanctions peut être considérée de la part de l'autorité qui cherchait pas simplement à nous punir, mais à nous faire la guerre, donc à apporter la guerre au Niger, que ces gens disent un bonjour, c'est l'heure, parce qu'ils sont endormis, ils ont rêvé, Dieu leur envoyait l'ange Gabriel pour qu'ils se rendent compte que les Nigériens sont également des individus, des créatures de Dieu, et qu'il faut s'occuper de leurs problèmes. Non, ça n'a rien à voir avec le ramadan, à mon point de vue. Ça n'a rien à voir avec, comment dirais-je, tout ce qu'on peut considérer comme de la bienséance ou de la bienfaisance. Non, ça a à voir avec leurs propres intérêts. Mais ce n'est pas parce que ça a à voir avec leurs propres intérêts que ce n'est pas dans notre intérêt de voir ces sanctions levées, parce que nous avons des économies qui sont interdépendantes. Nous avons aussi quelque chose qui vient d'eux qui peut nous intéresser. Voilà, vous suivrez l'intégralité de cet entretien que nous a accordé M. Hama Hamadou, analyste politique, enfin, de ce journal tout à l'heure. Donc, Inch'Allah. Parlons maintenant de la rencontre ce mardi au palais du 29 juillet de Niamey entre le gouverneur de la région de Niamey et les représentants des différentes couches socio-professionnelles de notre pays. Les responsables d'arrondissement et de la ville étaient également de la partie. Cette rencontre de vulgarisation de l'entretien du chef de l'État en date du 11 février dernier. Les détails sont avec Adamou Soumana et Halidou Brema. C'est dans un esprit de partage que le premier responsable de la région de Niamey, entouré de ses différents collaborateurs, se retrouve avec les représentants de l'ensemble des couches socio-professionnelles pour évoquer la dernière sortie médiatique du chef de l'État. Le gouverneur de Niamey entend par cet exercice amener les concitoyens au même niveau d'information sur les choix opérés par les plus hautes autorités du pays. Il s'agissait de montrer à la face du monde que nos États lieront désormais des alliances en fonction de nos intérêts, des intérêts de nos peuples, à travers des choix de leurs partenaires en toute souveraineté, sans immixtion aucune de quelque puissance que ce soit. Qu'est-ce qu'il faut retenir en filigrane? Les sanctions brutalement infligées à notre pays, dans leur globalité, ne l'ont jamais été à ce rythme à un pays auparavant. Elles ne sont inscrites ni dans la charte, ni dans les protocoles additionnels. Certaines d'entre elles peuvent d'ailleurs être considérées par les Nigériens comme un crime contre le peuple nigérien. La CEDEAO a été infiltrée
et se trouve être aux ordres de la France. Elle trahit ainsi la mémoire des pères fondateurs qui rêvaient de faire cet espace un espace viable, prospère et sécurisé. Ainsi, toutes les questions abordées par le président du CNSP il y a de cela un peu plus de 2 semaines ont été passées au peigne fin par le général de brigade Asman Abdou Harouna, qui a également transmis les salutations des autorités nationales à l'assistance. Désormais, notre pays s'est inscrit dans une nouvelle dynamique qui veut que le peuple soit debout et fier. Que le peuple se donne les moyens de sa souveraineté, de son indépendance. Chers tous et chères toutes, recevez pour finir les salutations fraternelles de son Excellence le général de brigade Abdraman Tchani, président du CNSP, chef de l'État, le gouverneur de la région de Niamey vous salue, vous encourage et vous invite à ne jamais vous coucher. Restons debout, que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Notons que cette sortie médiatique du gouverneur visant la vulgarisation de l'entretien du chef de l'État a permis à l'assistance de cerner davantage la nouvelle dynamique de pays souverain dans laquelle se trouve désormais le Niger. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, a adressé hier lundi une correspondance à la ministre de l'Éducation nationale. Il s'agissait pour ce syndicat de demander l'instauration du système de journée continue dans les écoles publiques du Niger. Quel avantage présenterait une telle éventualité, c'est-à-dire la journée continue? Tentative de réponse dans ce reportage de Nafissatou Yahya et Aboubakar Soleil. C'est en effet dans une correspondance adressée à la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales que les militants du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB demandaient l'instauration du système de la journée continue de travail dans les établissements scolaires primaires du Niger. Ce système va permettre d'améliorer significativement la stabilisation et la fréquentation effective des élèves et des enseignants dans les écoles, selon le SINASEB. La journée continue, nous l'avons toujours demandé depuis, avec les autorités dessus. L'année passée, nous avons fait une expérience sur le terrain. Nous avons demandé pendant des années, on a eu cette journée continue au mois de carême de l'année passée. Justement, après des investigations, après un bilan, on a constaté que vraiment c'est productif et c'est vraiment bien pour tout le monde. Ça arrange non seulement le personnel, enseignants, mais aussi les enfants. Et donc nous avons dit alors pourquoi ne pas instaurer définitivement cette journée continue dans toutes les écoles publiques du Niger? Parce que vous voyez dans les écoles privées, cette journée continue, ça fait longtemps qu'elle est appliquée et il n'y a pas de problème et le rendement est toujours le meilleur. Et dans les collèges et lycées, c'est toujours cette journée continue. Alors, nous avons dit pourquoi pas à l'école publique? Dans le temps, nous avons demandé, les autorités n'ont pas voulu accepter. Elles nous ont toujours dit d'attendre. Elles vont faire des analyses, elles vont voir si ça peut se faire ou non. Mais nous savons que pertinemment c'est possible. Pour le SINASEB, ce système, en plus d'être efficace pendant le mois de Ramadan, le sera aussi pour toujours. La journée continue d'abord, ça a un rendement. Ça rend le personnel plus efficace. Si aujourd'hui, tu travailles le matin, les soirs, tu peux faire tes préparations pour la journée de demain. L'enfant à qui on a rempli le tableau avec des leçons, il a le temps d'apprendre le soir. Donc, ça veut dire que le lendemain matin, déjà, il a une notion, déjà, il a appris ses leçons. Mais imaginez,
on te remplit le cahier le matin. Le soir, encore, on continue à remplir ton cahier avec des leçons. Mais le lendemain, ou dans la nuit, tu ne peux pas apprendre tout. Ce n'est pas possible. Les enfants sont coincés. Il y a beaucoup de... Les programmes changent du jour au lendemain. Maintenant, les programmes sont surchargés. Ce n'est pas comme avant. Aujourd'hui, allez-y voir nos calendriers, allez-y voir ce qu'on est en train de faire. Du fait du changement du programme, aujourd'hui, les leçons sont nombreuses. Donc l'enfant, du coup, ne peut pas apprendre toutes les leçons la nuit. Le personnel, aujourd'hui, ne peut pas préparer toutes les leçons d'une journée à une seule. C'est très difficile. Il est obligé de le faire, mais quand même, c'est difficile. Pour rappel, le système de journée continue est déjà en cours dans l'ensemble des écoles du secondaire et celles du primaire dans les privés au Niger. Santé publique dans la Labari Info Soir, causée essentiellement par une bactérie, la tuberculose reste une maladie grave qui continue, hélas, de toucher de nombreuses personnes à travers le monde. Alors, comment se protéger de cette maladie? La réponse avec Roumanatou Alfazazi et Nasser Seydou. Maladie infectieuse. La tuberculose est une maladie causée par une bactérie appelée Mycobacterium tuberculosis. Elle se propage principalement par voie aérienne et le poumon. Cette maladie grave peut conduire à la mort, se manifeste comme suit. Les symptômes sont entre autres la toux qui se prolonge dans le temps, qu'on appelle une toux chronique, d'accord, le crachat qui contient du sang, qu'on appelle hémoptysie. Et donc, en plus de la toux, nous avons la fièvre qui se prolonge également dans le temps, qu'on appelle une fièvre au long cours. Et indépendamment de ces deux symptômes, nous avons aussi le manque d'appétit, l'amaigrissement, et nous avons aussi la fatigue. Quelles sont les caractéristiques de la symptomatologie de la maladie en question? Maintenant, pour parler des conséquences, c'est une maladie, disons, qui évolue parce que bon, les conséquences impliquent un peu l'évolution. C'est une maladie, disons, qui évolue de deux façons, selon que les personnes qui en sont atteintes soient mises sous traitement ou pas. Voilà. Sans traitement, l'évolution s'est faite inéluctablement. Oui, je dirais inéluctablement vers la propagation de la maladie dans l'organisme, ce qu'on appelle la septicémie, et qui peut atteindre laquelle septicémie qui peut atteindre les autres organes en dehors des poumons qui constituent le point de départ en fait, de la maladie. Donc les autres organes peuvent aussi en être atteints suite à cette septicémie. Donc c'est pour vous dire qu'aucun organe n'est épargné. Donc telles sont les conséquences, une des conséquences en fait, de la maladie. Et donc en dehors de l'atteinte des organes à distance, qu'on appelle les formes extra-prémolaires de la maladie, nous avons aussi l'évolution vers le décès si rien ne fait. Je parle toujours de l'évolution sans traitement. Si rien ne fait, ça se fait vraiment vers le décès. Et ça, c'est, si vous voulez, l'évolution ultime de la maladie. Malgré sa dangerosité, la tuberculose peut être traitée. Bien évidemment, il existe des moyens préventifs. Et c'est une maladie infectieuse, comme je le disais tantôt dans la définition, qui est due à une bactérie. Et c'est une maladie pour laquelle on dispose d'un vaccin. Et pour toutes les maladies d'une manière générale, dont on dispose de vaccins, la prévention s'est faite d'abord par la vaccination. D'accord? Donc c'est une maladie qui peut être pour laquelle on dispose donc de vaccins. Donc la prévention, le moyen préventif efficace d'abord qui vient au premier plan, c'est la vaccination. Maladie chronique et contagieuse. La tuberculose peut affecter tous les organes. Il importe donc de suivre les conseils du médecin.
Voilà, je vous laisse maintenant suivre l'intégralité de l'entretien que nous a accordé M. Hama Hamadou. Avec lui, nous avons discuté de la levée par la conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO des sanctions que cette institution a imposées à notre pays. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah. Les autorités françaises qu'elles estiment être justes pour elles à ce niveau, n'ayant pas été invitées à la conférence qui a pris les décisions. Peut-être que ceci explique cela. Donc elles n'ont pas jugé utile pour l'instant, mais je suppose qu'elles travaillent déjà à la communication à l'égard du peuple du Niger et à l'égard probablement des deux autres nations de l'Alliance des États du Sahel. Je suppose qu'il y a des concertations à ce niveau-là pour avoir une communication qui va être certainement concertée, étant entendu que dans les décisions qui ont été prises, au-delà de la levée des sanctions, il y avait aussi une question relative au retrait des 3 pays de la communauté. Ce que je sais simplement, c'est que les sanctions pesaient sur le monde économique, on le sait, et que ça peut être considéré comme un soulagement du point de vue des affaires financières et des affaires économiques pour un tas de gens, et y compris pour l'État. La première chose d'abord, c'est un sentiment que j'ai. Pour moi, c'est un sentiment d'un gros gâchis de la part de la communauté, donc de la CEDEAO. Elle s'est ridiculisée triplement. Elle s'est ridiculisée, premièrement, en faisant d'un instrument qui devrait être un lien fraternel, et le lien fraternel, il devrait servir davantage de refuge qu'il n'a servi d'arène de punition, de torture, des sanctions irréfléchies. Donc, ces sanctions-là, vu leur ampleur, vu leur soudaineté, ces sanctions ont été d'une abomination à la fois pour le Niger et pour les autres pays. Et donc, ceux qui ont pris les sanctions, à l'époque, je pense, n'ont pas suffisamment réfléchi pour des économies qui sont interdépendantes. Interdépendante, ça suppose que l'économie du Niger dépend de l'économie des autres pays, mais les autres économies dépendent également d'un certain nombre de biens et de services qui leur viennent du Niger, principalement des biens agricoles. Il s'agit de bétail sur pied, par exemple. Il s'agit d'oignons, de condiments qui servent dans les assiettes au quotidien des pays de la sous-région. Donc ça, c'est le premier échec, et la communauté s'est ridiculisée à ce niveau. Le deuxième échec au niveau de la CEDEAO, pour moi, c'est le fait qu'ils aient misé dès le départ sur une massification des sanctions pour retourner l'opinion publique, donc le peuple, contre les dirigeants militaires. Voilà. Donc là également, ils ont eu l'envers de ce qu'ils recherchaient. Le peuple s'est coalisé parce que le type de sanctions qui a été prise, nous le savons tous, les dirigeants ne subissent pas des sanctions. C'est connu dans tous les pays où les sanctions ont été prises dans le monde. Les sanctions ont davantage puni les peuples que puni des dirigeants de ces nations-là. Le drame, c'est que pour la CEDEAO, les sanctions ont eu l'effet inverse. L'effet inverse, c'est que les populations se sont coalisées avec leur autorité, étant entendu que c'est elles qui subissaient donc les avatars de ces mesures. Donc c'est un échec, et ça a rendu ridicule aussi la CEDEAO. Le troisième échec pour moi, et c'est le plus grave, l'autorité, donc la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, elle porte pour moi la responsabilité de l'éclatement de la communauté. Nous sommes des frères, quelles que soient les décisions que nous serons amenés à prendre un jour ou que nous aurons prises avant. Nous n'en restons pas moins des frères. Personne ne peut dire qu'un Nigérien n'est pas le frère d'un Nigérien. Personne ne peut dire qu'un Béninois n'est pas le frère d'un Nigérien, ainsi de suite. Voilà. Nous sommes dans cet espace géographique depuis des millénaires. Personne ne peut chasser l'autre de cet espace-là. Le bon sens voudrait que nous soyons plutôt dans un esprit de bon voisinage, dans un esprit de fraternité. Donc ça suppose de la solidarité. Avec les décisions qui ont été prises, nous sommes dans le cas de figure où la CEDEAO a implosé. Donc trois pays sont partis. Mais pour résumer tout,
C'est pourquoi les sanctions ont été prises. C'était les conditions qui étaient posées. Une condition libérer M. Bazoum Mohamed et le restaurer dans ses fonctions de président et puis les institutions. Voilà. Mais rien de tout cela n'a été fait, mais les sanctions sont levées. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai dit que l'autorité de la CEDEAO, c'est ridiculisé triplement. Quand on a dit ça, il faut revenir à un certain nombre de bon sens. Le bon sens voudrait que nous ne soyons pas dans la surenchère des sanctions les uns contre les autres lorsque vous êtes dans une organisation intégrée. Vous ne pouvez pas avoir comme seule boussole la sanction. Ce qui devrait se faire, c'est le dialogue, le respect mutuel. Lorsque vous respectez quelqu'un, vous le désarmez. Lorsque vous méprisez quelqu'un, vous le mettez dans la conflictualité, dans l'hostilité à votre égard. Ça ne règle pas les sujets. Ça les radicalise même, comme on a pu l'observer avec les populations maliennes, burkinabées, nigériennes en dernier ressort. Maintenant, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est un non-événement. Non, ce n'est pas un non-événement. Quand vous le dites, quand vous pensez que c'est un non-événement, c'est qu'en réalité, vous n'êtes pas dans l'économie réelle. Qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Il faut qu'on soit franc. Il s'est passé, nous, on a évité, dans le monde économique, on a évité de donner un certain nombre de signaux extérieurs. Donc, de faire un certain nombre de publications pour éviter que les organes de la CEDEAO et de l'IMOA qui nous punissaient, de leur donner un signal que cette punition nous faisait mal. Parce que si nous leur avions montré que ces punitions nous faisaient mal, peut-être qu'ils n'auraient pas levé en dernier ressort leurs sanctions. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais donner trois indications et chacun va comprendre. Nous commerçons grosso modo des produits agricoles dans l'espace CEDEAO. Le reste de notre commerce, pour 80%, nous, Niger, on le fait en dehors de la communauté. D'abord de l'UEMOA et en dehors de la CEDEAO. Ce que nous commerçons en dehors, en intra-UEMOA, c'est à peu près 20%. Ce que nous commerçons en dehors de la CEDEAO, c'est un peu moins de 25%. Voilà notre commerce. Le reste de nos partenaires commerciaux, c'est l'Europe, c'est l'Asie, c'est les États-Unis. Puisque nous vendons davantage de produits, on va dire, qui viennent des industries extractives, donc des matières premières. Donc dans l'espace UEMOA comme dans l'espace CEDEAO, vous n'avez pas des gens qui ont le besoin de ces matières premières pour leur industrialisation. Donc nous commerçons davantage des produits qui servent le quotidien des citoyens de la zone. Donc ça va être l'oignon qu'on consomme dans tout l'espace. Ça va être du bétail surpris vers le Nigeria, vers d'autres États comme le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire et peut-être même au-delà. Ça va être du niébé, donc de haricots secs, avec le Nigeria principalement comme étant un pays d'importation auprès du Niger. Et donc, quand je prends un exemple, l'oignon, on a, il me semble, à la fin de la semaine dernière, environ 1 million de tonnes d'oignons invendus. 1 million de tonnes d'oignons invendus. Si vous interrogez le RECA, il vous donnera l'information. Eh bien, 1 million de tonnes d'oignons invendus, à la longue, ça ne peut pas se conserver. Ça va se détruire. C'est le revenu qu'un tas de paysans, ils sont des centaines de milliers, voire des millions de paysans, attendent pour faire leur vie. Ce n'est pas simplement du mil et autres, voilà, ou du sorgho ou du maïs. Ils ont besoin de ça pour se procurer des revenus, pour pouvoir faire un certain nombre satisfaire un certain nombre de besoins en biens et en services. Par exemple, en riz, ceux qui font de l'oignon ne font pas du riz. Vous voyez des choses pareilles. Donc 1 million de tonnes d'oignons, c'est pas rien. Ça fait combien de millions? Ça fait à peu près 10 millions de sacs de 100 kilos, pour que nos gens comprennent bien. Ce n'est pas rien. Dans le domaine du transport, vous savez que notre approvisionnement nous vient par des moyens maritimes, davantage que aérien, terrestre, même si le terrestre, c'est aussi le complément du maritime à un moment donné. Eh bien, avant que les sanctions ne soient prises,
Quand vous devrez prendre un bien de Lomé à Niamey, ça vous coûterait la tonne 30 000 francs CFA. Eh bien, à la fin de la semaine passée, si mes données sont bonnes, la tonne transportée vous coûtait 158 000 francs. C'est hyper aérien, donc ça a triplé. Ça a quintuplé plutôt, ça a quintuplé au bout de 7 mois. C'est pas aérien, donc tous ces facteurs-là vont jouer dans la cherté de la vie. Donc, pendant que nous sommes dans une période où nos banques sont indigentes, elles-mêmes un manque de ressources, étant entendu que les sanctions touchent à la fois l'État et les banques. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, tout le monde suppose que c'est uniquement les avoirs de l'État du Niger qui sont gelés. Mais le problème, c'est que nos banques sont exposées vis-à-vis d'obligations d'État, donc les bons et obligations du trésor public de toute la sous-région UOMOA, des bons de Côte d'Ivoire, des bons du Sénégal et autres pays. Et bien ces bons-là, même lorsque à l'échéance ils sont remboursés par l'État en question, bien, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ne créditait pas nos banques. Donc ça amoindrissait leur capacité à financer, parce qu'il y a des ratios où vous devez avoir de la liquidité qui puisse permettre de provisionner et donc les épargnes. Parce qu'un banquier, il n'a pas de l'argent. Hein. L'argent que le banquier a, c'est l'argent que vous et moi et d'autres citoyens nous déposons. C'est ce qu'on appelle l'épargne. C'est avec ça qu'on prête aux autres. Voilà. Et donc, à partir du moment où ils n'ont pas accès à ces ressources-là, qui sont les leurs, puisque ce sont des sous des épargnants, des banques ou les compagnies d'assurance ont pris pour pouvoir soumissionner aux bons et obligations des trésors publics. Donc vous voyez, donc, dès aujourd'hui, ça c'est débloqué. Donc c'est quelque chose de fondamental. Et un autre indicateur dans le domaine du tourisme, donc tout ce qui est hôtellerie, restauration et autres. Vous savez qu'à l'heure actuelle, on a perdu pratiquement 12 000 emplois. Si vous demandez aux gens qui sont du secteur, ils vont vous dire 12 000 emplois, c'est plus que tous les emplois que nous avons dans le domaine des industries extractives. C'est pour vous dire, c'est supérieur à tous les emplois que nous avons dans le domaine des industries. C'est supérieur à l'ensemble des fonctionnaires que nous avons dans le ministère de l'économie et des finances du Niger. Vous imaginez ce que, à part le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation nationale, je ne connais pas un ministère ou l'armée, on ne voit pas une administration du Niger qui a 12 000 emplois. Donc ça vous donne un ordre de grandeur. On ne va pas aller dans beaucoup trop de détails, mais ça vous donne déjà une indication du soulagement que ça fait. Si on a commencé souvent par des banques où chacun était libre à partir du moment où vous êtes un épargnant, vous pouvez retirer votre argent quand vous voulez pour le montant que vous désirez. On est arrivé à un moment donné où dans certains établissements publics de la place de Niamey même, vous ne pouviez pas retirer au-delà de 25 000 ou 250 000 par exemple. Est-ce que ça, c'est une situation qui est bonne? Elle n'était pas bonne. Est-ce que c'est une situation juste? Non, elle n'était pas juste, parce que la Banque centrale n'a pas le droit de sanctionner les gens de cette façon. Et la Banque centrale, selon les règlements bancaires, n'a pas le droit de répondre à des injonctions politiques. Or, elle a répondu à des injonctions politiques. À partir du moment où elle a répondu à des injonctions politiques, elle a perdu sa fonction de banque centrale. Parce qu'une banque centrale, c'est justement pour sa crédibilité, elle est exonérée de ce genre d'avatar. Et pourtant, on l'a subi. Donc, pour moi, voilà, il y a ce qu'on veut, il y a la réalité des choses. La réalité des choses, c'est qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans le bon sens, qui peinaient à la fois notre État et nos concitoyens. Dès lors que les sanctions sont levées, sans que nous ayons été obligés ou même contraints d'obéir aux desiderata de l'autorité de la CEDEAO, que l'autorité étant la conférence des chefs d'État comme ils l'appellent, voilà. Et bien, nous, on ne peut, à l'heure actuelle, que nous réjouir de ce soulagement pour le peuple du Niger. Tout ce que un dirigeant prend comme décision, tout ce que l'élite nationale devrait considérer, c'est quel est le besoin du peuple, quel est l'intérêt du peuple. Est-ce que la décision qui a été prise de lever des sanctions va dans le sens de l'intérêt du peuple?
personne ne peut le lier. Bien évidemment, ça n'empêche pas d'avoir la prudence de dire mais pourquoi ils l'ont fait maintenant, dans quelles circonstances ils l'ont fait. Les historiens diront demain, hein, en tout cas moi je le laisse aux historiens, c'est eux qui nous diront demain, est-ce qu'au moment où ça a été fait, c'était le bon moment, est-ce que ça a été fait dans des circonstances qui sont honnêtes ou pas. À nous d'être prudents, de nous prémunir de tout avatar qui peut être lié à la situation nouvelle ou par les traités que nous avons bilatéraux ou multilatéraux avec X ou Y pays, que la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes se réalise dans des conditions conformes à l'esprit de ces textes et, même à la lettre de ces textes, et que désormais, quel que soit le pays avec lequel nous entretenons des relations, que ce soit dans le cadre de l'AES, ou puisque dans l'AES, chaque pays garde encore sa communauté, il s'agit d'une confédération in fine, peut-être qu'un jour ça aboutira à une fusion des pays qui consiste dans une fédération, mais pour l'instant, la vision est dans la confédération qui donne l'autonomie à chaque pays de prendre en considération ses intérêts. Et donc, que ce soit dans le cadre de cette AES ou dans d'autres regroupements de pays, ou même à titre bilatéral, ce qui importe pour moi, c'est l'alignement des intérêts du Niger avec celui avec lequel nos autorités contractent quelque alliance, quelque fusion ou autre chose. Voilà. Pour moi, c'est ça qui est important. On ne peut pas nier que le fait qu'il y a des gens qui nous punissent, ils nous torturent illégalement, que nos tortionnaires décident désormais de nous laisser libres de cette torture, on ne peut pas imaginer que ça ne soit pas quelque chose qu'on ne puisse pas accepter comme étant un pas en avant. Donc quelque chose qui nous soulage d'une difficulté. Maintenant, nous sommes libres, bien évidemment, de nous conduire de la meilleure façon que nous le souhaitons vis-à-vis de ces personnes-là, dans le cadre de la souveraineté nouvelle que nous avons acquise. Moi, je pense qu'il n'y a pas, ça n'a pas été fait de manière philanthropique. Ça a été fait parce que la punition punissait davantage le punisseur que le puni. Ça, c'est mon point de vue, étant entendu que nous savons que pour ceux qui sont dans les chiffres statistiques, nous savons que sur les 3 pays de l'AES, le Niger est le seul pays qui soit un exportateur net, je dis bien exportateur net, avec les pays de la CEDEAO ou de l'UEMOA. Le Niger est le seul. Voilà. Le Mali et le Burkina étaient des importateurs nets au sein de l'UEMOA, mais des exportateurs au sein de la CEDEAO. Voilà. Mais nous, on était exportateurs nets. Donc, nous vendions plus que nous n'achetions avec les gens qui étaient dans la CEDEAO. Voilà. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous exportons, c'est qu'ils ont un besoin de quelque chose qui est chez nous. Voilà. Eh bien, ils se sont privés de ce quelque chose. Étant entendu que nous exportions 2 fois plus que nous n'en importions d'eux. Et donc, ils ont un intérêt à lever les sanctions davantage que nous n'avons, puisque c'est eux qui ont 2 fois plus de besoins. Là, la seule gêne que nous avions, c'est en fait, on va dire, les corridors d'approvisionnement à partir de l'espace hors CEDEAO. Parce que si c'est l'espace hors CEDEAO, nous avons utilisé les voies maritimes, et comme nous n'avons pas l'interland, et nous n'avons pas de littoral, nous sommes un pays continental, certains l'appellent interland, voilà. Il est vrai que géographiquement, le port qui nous est le plus proche, c'est le port de Cotonou. Donc si le port de Cotonou est le plus proche, ça veut dire que le transport est le moins coûteux dans les facteurs de coût d'approvisionnement. Pour nous, c'était le port de Cotonou par rapport aux autres ports. Mais en dehors de ça, il n'y a pas d'autre gêne que nous ayons, parce que nous ne nous approvisionnons pas sur les choses qui nous sont essentielles à partir donc de la sous-région. On a des besoins qui sont connus. Les besoins essentiels de l'homme, c'est manger, boire, se soigner, c'est bien ça, non? Oui. Voilà, se vêtir, se loger. Ok. Aucune des matières servant à ces besoins ne vient de l'espace CEDEAO. Voilà. Donc, on n'a pas grand besoin, c'est eux qui ont davantage besoin de nous. Voilà. Nous leur produisons du bétail sur pied, du niébé, des céréales. Le Nigeria achète les céréales chez nous, que ce soit du riz, du mil et autres. Là, ils viennent dans nos marchés ruraux pour les acheter. Donc, on le sait. Au Bénin, tout ce qui est condiments, oignons et tout cela, bétail également chez nous.
Et vous pouvez aller jusqu'en Côte d'Ivoire et autres, peut-être même jusqu'au Gabon qui n'est pas dans l'Afrique de l'Ouest. C'est nous qui approvisionnons dans ces matières-là. Donc je ne vois pas en quoi la levée des sanctions peut être considérée de la part de l'autorité qui cherchait pas simplement à nous punir, mais à nous faire la guerre, donc à apporter la guerre au Niger, que ces gens décident un bonjour se lèvent parce qu'ils sont endormis, ils ont rêvé, Dieu leur envoyait l'ange Gabriel pour qu'ils se rendent compte que les Nigériens sont également des individus, des créatures de Dieu et qu'il faut s'occuper de leurs problèmes. Non, ça n'a rien à voir avec le ramadan, à mon point de vue. Ça n'a rien à voir avec, comment dirais-je, tout ce qu'on peut considérer comme de la bienséance ou de la bienfaisance. Non, ça a à voir avec leurs propres intérêts, mais ce n'est pas parce que ça a à voir avec leurs propres intérêts que ce n'est pas notre intérêt de voir ces sanctions levées, parce que nous avons des économies qui sont interdépendantes. Nous avons aussi quelque chose qui vient d'eux qui peut nous intéresser. Ça, je sais que nous commandons un certain nombre de choses, même si, y compris la cigarette. Le Bénin a beau ouvrir les frontières, les gens qui font les commandes là, quand vous les faites, vous indiquez quel corridor les marchandises suivent. Donc, dans tous les cas, les marchandises ne sont plus au port de Cotonou. Pour la plupart d'entre elles, les marchandises sont ailleurs. Comment dire, le circuit du Bénin est davantage un circuit économique qu'un circuit pour la mobilité des personnes. Pour le reste, les gens ont trouvé des ports de substitution, notamment le port de Lomé. Eh bien, quand ils ont affrété des bateaux, où ils sont allés voir un affréteur maritime, ils ont précisé la destination finale et le port de débarquement, et ils savent quel est le circuit de transport, donc le corridor de transport. Je ne pense pas que les gens ils veulent changer tout de suite. Et tant qu'ils ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés, déjà les Nigériens ne font plus partie en principe de la CEDEAO selon la volonté de leurs dirigeants. Et donc il faut que les Nigériens sachent à quelles conditions les rapports économiques entre le Bénin et le Niger vont se faire à l'avantage mutuel des deux pays. Donc je pense savoir que les gens ne le savent pas encore. Il y a des clarifications à faire. Est-ce qu'on va appliquer les règles de l'UEMOA? Est-ce qu'on va appliquer les règles du Conseil de l'Entente, parce que les deux États sont membres de ces institutions qui sont sous-régionales, comme ils sont membres également de la ZLECAF ou de la SENSAD, qui sont des regroupements un peu plus continentaux. Voilà, donc moi je pense qu'il y a un certain nombre d'informations. Je ne suis pas le gouvernement, je ne suis pas une autorité, je ne peux pas parler à leur nom, puisque personne ne m'a désigné porte-parole pour ces autorités. Voilà. Mais moi, je suppose quand même, en tant qu'ancien haut fonctionnaire, qu'il y a des raisons pratiques qui justifient encore que les choses ne soient pas dans la pratique à la même vitesse que les décisions juridiques qui ont été prises, parce qu'il s'agit davantage de droit que de fait pour l'instant. Voilà. Le fait va certainement s'allier au droit plus tard, lorsque les conditions auront été négociées et auront été entendues entre les parties au bénéfice mutuel, je suppose, désormais de nos peuples, davantage qu'un conglomérat d'individus privilégiés qui se croient au-dessus de toute la planète, quoi. Voilà. Et surtout en prenant des décisions avec des donneurs d'ordre qui n'ont rien à voir avec des intérêts de la communauté, mais à voir avec des intérêts de leur propre population, ce que nous ne devrions jamais accepter. Et la raison voudrait que nous travaillions au bonheur des nôtres d'abord. Et maintenant, si nous pouvons faire le bonheur de l'humanité, tant mieux pour l'humanité.